Bonjour les amis, ici c'est Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une liste non exhaustive des annotations utilisées dans Spring Boot. Je dis non exhaustive parce que, dépendant du type de scénario, vous aurez à utiliser certaines annotations ou pas. Les annotations sont classées par couche pour nous faciliter la tâche. Je suis sûr qu'après cette vidéo, vous serez aussi fort que Superman quand il s'agira de développer vos applications Spring et Spring Boot. Vous êtes en ce moment plus de 2500 à regarder mes vidéos sans vous abonner et vous abonner m'encourage énormément. Merci de liker et de partager autour de vous, ça fait toujours plaisir. Sans plus tarder, passons au générique. Au sommaire de cette vidéo, nous aurons une introduction. Nous allons parler de la liste des annotations de la couche Service, les annotations de la couche Repository, les annotations de la couche Controller. Par la suite, nous allons explorer un peu les annotations quand vous devez développer une application suivant une architecture microservice. Nous allons voir ensuite les annotations reliées à la couche des tests. Nous allons voir la liste des autres annotations importantes et nous aurons une conclusion. Architecture globale. Pour avoir une vue globale, nous allons commencer à prendre une application de e-commerce qu'on implémente suivant une architecture microservice. On constate qu'il y a plusieurs services ici, à savoir l'API Gateway pour la sécurité au niveau des accès, le service Registry pour enregistrer la liste de nos services, la liste de nos services métiers tels que la gestion des articles, gestion des ventes, gestion des stocks et gestion des livraisons. Et enfin, nous avons une base de données. Dans la section suivante, nous allons voir dans les détails comment implémenter nos services métiers. Pour revenir à l'échelle de nos services, prenons par exemple le service de gestion des stocks, le Inventory Service. Ce service est une application Spring Boot à part entière. Nous aurons de manière générale trois couches, la couche contrôleur, la couche service et la couche repository. Pour plus de détails, je vous recommande ma vidéo sur comment concevoir une application de gestion de contact avec Spring Boot. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi une annotation? Une annotation est un mécanisme en Java qui permet de définir des méta-informations ou des informations supplémentaires. Une fois défini, il vous faut implémenter un processeur qui saura lire ces annotations et ajouter des comportements supplémentaires. Dans le cas de Spring ou Java EE, le fait d'ajouter des annotations permet de définir des composants à utiliser dans le contexte Spring. Comme expliqué, les annotations permettent d'ajouter de nouveaux comportements à un élément. Par exemple, quand j'ajoute l'annotation service sur une classe, je tag cette classe et indique au processeur de Spring de considérer cette classe comme étant un bin. Les annotations s'appliquent sur des éléments tels que des classes, des interfaces, des méthodes ou des propriétés. Une annotation se définit de la sorte @annotation avec un arrobase et le nom de l'annotation qu'on veut. Voilà un exemple d'utilisation des annotations dans Java. Ici, nous sommes en train de définir les méta-informations sur une classe personne afin de faire comprendre au processeur de Hibernate qu'il représente la table personne au sein de notre application. Donc, vous pouvez constater les différentes annotations que j'ai ici. J'ai entity pour dire que c'est une entité, table pour dire que je le map à la table personne dans ma base de données et d'autres annotations ici pour indiquer le nom de colonne, l'ID par exemple et le type de génération qui est utilisé pour les ID. C'est très important de comprendre la provenance des bins. Je vous demanderai donc toute votre attention. Spring stocke les bins dans un contexte, ce qui nous permet de les manipuler via la notation auto-wired en créant des dépendances. Pour charger le contexte avec nos bins, Spring récupère les objets de trois sources différentes. Il y a la notation Spring Boot Application qui se compose de trois annotations. La notation configuration qui tag une classe comme un fournisseur de bin. La notation Enable Auto Configuration permet à Spring de lire les classes disponibles dans le class path ou des librairies externes. Il rend disponibles les classes auto-configurées fournies par Spring Boot. Par exemple, les bins qui vous permettent d'accéder directement aux bases de données quand vous ajoutez une dépendance sur MySQL ou PostgreSQL. La notation Component Scan qui parcourt les classes dans les packages du projet. Exemple, dans le package comme Java Tinker Service par exemple, nous aurons la classe Person Service avec l'annotation Service. Donc, une fois qu'il va dans ce package et qu'il trouve une annotation taguée avec Service, il sait le considérer comme un bin et il va le charger dans le contexte. La couche Service. Mais avant, je tiens à préciser qu'ici, je parle aussi de la couche des modèles avec les entités. Car selon moi, les classes représentant les entités du domaine doivent être dans le même package que Service. Ce n'est qu'un choix de conception, mais je vous recommanderais de le pratiquer également car je trouve que c'est très logique que les modèles se trouvent dans le même package que les services parce qu'ils représentent tous le domaine. Les différentes annotations utilisées dans la couche service sont les suivantes. L'annotation service qui permet de définir une classe comme étant un service,
Une fois marqué avec la notation service, il est considéré comme un bin dans Spring automatiquement. La notation entity définit une classe comme étant une entité. La notation table définit le nom de la table sur laquelle la classe est mappée dans une base de données. ID définit un champ comme ID de la table. Generated value permet de définir la manière dont l'identifiant est généré. Toujours dans nos couches service, nous avons la notation colonne qui permet de définir une propriété comme étant le champ d'une table, dont il effectue le mapping entre cette propriété dans votre classe et le champ dans une table dans la base de données. La suite des annotations sont des annotations qui permettent de gérer les relations entre les entités, comme les relations dans les tables dans une base de données. Nous avons la notation one-to-one qui permet de représenter une relation 1 à 1 entre deux entités. Nous avons la notation one-to-many, many-to-one, many-to-many. Cette vidéo n'étant pas une vidéo sur Spring Data ou Hibernate, nous n'allons pas nous attarder sur ce sujet. Ici, nous avons les annotations utilisées avec l'API Bin Validation, qui permet de définir des règles sur des champs. Not null, qui indique qu'un champ ne peut pas être nul. Size, pour limiter la taille d'un champ. Not empty, pour indiquer qu'un champ ne peut pas être vide. Email définit un champ devant respecter le pattern d'un email. Min et max pour définir les valeurs min et max d'un champ. Je précise que cette liste est non exhaustive. Je prépare d'ailleurs une vidéo sur les bin validation que je vais sortir sous peu. La couche repository. En général, il n'y a pas beaucoup d'annotations utilisées dans la couche repository. La notation repository permet de définir une classe comme étant un repository. En d'autres termes, un repository met à disposition des méthodes prêtes à l'emploi pour manipuler vos données. Le new repository bin est utilisé dans le cas où vous voulez implémenter l'héritage entre vos repositories. La notation query est utilisée pour définir une requête SQL. Named query vous permet de définir une requête à laquelle vous attribuez un nom pour une utilisation ultérieure. Param permet de définir des paramètres nommés au sein d'une requête. La couche contrôleur. La couche contrôleur est la couche dans laquelle vous exposez vos API. Elle se compose des annotations suivantes. REST-controller définit une classe comme un point d'entrée capable d'intercepter et de traiter les requêtes HTTP. La notation request-mapping indique l'URI ou le contexte d'une requête HTTP et aussi le type de la requête, à savoir une requête GET, POST, PUT ou DELETE. GET-mapping, comme son nom l'indique, permet d'intercepter les requêtes GET, POST-mapping pour les requêtes POST, PUT pour les requêtes PUT. Pour faire suite à la couche contrôleur, nous avons également DELETE-mapping pour les requêtes DELETE. Par variable indique une variable à ajouter dans l'URI de la requête. RequestParam est utilisé pour définir des paramètres dans une URI. RequestBody permet de définir un objet comme payload en tant que paramètre. Exemple, un payload JSON ou XML par exemple. La notation valide permet d'activer les bin validation sur les objets passés en paramètres. Les annotations avec les microservices. Dans un contexte de microservice, les annotations que vous allez utiliser sont les suivantes. Enable Eureka Server permet de définir un microservice comme un serveur Eureka. Pour faire simple, il permet d'enregistrer les services disponibles dans votre architecture. Enable Eureka Client vous permet de définir un service comme un client Eureka. La notation Circuit Breaker définie sur une méthode, elle permet à cette méthode d'implémenter le pattern Circuit Breaker. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur le sujet. La notation Retry qui implémente le pattern Retry. Pour ceux qui travaillent avec du Kafka, vous avez la notation Enable Kafka et Kafka Listener. La couche de test. Avant d'aller plus loin, nous allons faire un petit rappel sur les tests. On a généralement trois types de tests, les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests end-to-end. La représentation d'une pyramide de tests permet d'indiquer le nombre de tests que doit comporter votre application. Plus on monte dans la pyramide, plus les tests qui sont lourds en performance sont en faible quantité. Une bonne pratique est d'avoir des tests qui roulent vite. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, c'est comme du déjà vu. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Rappelons tout de même qu'il y a d'autres types de tests. Les smoke tests, les tests système, les tests de charge et de performance et les tests d'acceptance. Dans la couche de tests, les annotations les plus utilisées sont les suivantes. La notation test que vous connaissez déjà, c'est pour les méthodes de test pour un test unitaire. Before each exécute une méthode avant chaque test. After each exécute une méthode après chaque test. Before all s'exécute une fois avant toutes les méthodes de test. After all s'exécute une fois après toutes les méthodes de test. Ces méthodes sont bonnes lorsque vous voulez charger une seule fois un seul élément et l'utiliser dans tous les tests. Nous avons également la notation disable qui permet de désactiver les tests. Tout ça, c'est précisément pour des annotations venant de JUnit 5.
Nous avons également d'autres types d'annotations, à savoir Parameterized Test qui permet d'écrire des tests paramétrés, Timeout qui vous permet de tester les cas de timeout, Extend With qui permet d'ajouter la prise en charge d'un framework, par exemple Mockito. Dans le cas où vous utilisez Mockito, vous aurez l'annotation Mock qui permet de définir un objet comme étant un mock, Inject Mock qui permet d'injecter les dépendances, ici nos mocks dans l'objet à tester. Autre annotation importante. Comme autre annotation importante, nous avons l'annotation Configuration, une des annotations les plus importantes de Spring. Elle permet de définir une classe comme contenant des beans à intégrer dans le contexte Spring. L'annotation bean également, une annotation importante qui définit une méthode qui permet de créer un objet. Nous avons l'annotation Enable Web Security qui active la sécurité dans Spring. Configuration Properties qui permet de mapper un projet à des propriétés dans un fichier de propriétés. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Nous avons également l'annotation value qui permet de mapper des propriétés dans un fichier de propriétés. Toujours dans la liste des annotations importantes, nous avons l'annotation component qui permet de définir une classe dont les instances et les beans seront prises en charge dans le contexte de Spring. Nous avons l'annotation post-construct sur une méthode s'exécute après la création d'un bean. Pre-destroy, comme son nom l'indique, s'exécute avant la destruction d'un bean. Nous avons également les annotations pre-authorized et post-authorized qui permettent à des méthodes d'être exécutées avant ou après une méthode donnée dans un contexte de sécurité. Conclusion. J'ai gardé l'annotation AutoWired pour la fin car c'est l'une des annotations les plus importantes de Spring car c'est grâce à elle que l'injection de dépendance se fait. Vous aurez remarqué que j'ai des annotations que j'ai marquées en vert, à savoir Component, Controller, Repository et Service. Il s'agit des annotations stéréotypes de Spring. Une fois appliquée sur une classe, cette dernière est définie comme un bean et est chargée dans le contexte de Spring. Comprendre la notion de contexte Spring est très importante pour maîtriser comment ce framework fonctionne. Une séparation des couches dans vos applications permet aussi de savoir quelle annotation utiliser. Je donnerai aussi une mention spéciale aux annotations Lombok et du framework AOP de Spring. Mais là n'est pas le sujet, on ne peut pas tout couvrir non plus. Sinon ce serait une vidéo sans fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira également de vidéo de rappel. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et partagez autour de vous. Happy coding!